Bonjour à tous. On va pouvoir démarrer. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'échanger sur la cybersécurité. Donc, on a beaucoup d'infos en ce moment qui circulent, notamment déjà liées au risque historique cybersécurité, qui était un des risques principaux pour les entreprises, pour les collectivités. Mais le conflit, malheureusement, qu'on vit actuellement en Ukraine ne fait qu'attiser les discussions sur les intérêts en tout cas et des discussions sur le sujet cybersécurité. Donc le but du jeu, ça va être d'avoir une approche assez pragmatique de la cybersécurité et adaptée aux ETI, PME françaises, aux collectivités. Donc sur les personnes qui sont présentes sur le chat, il y en a certaines qui sont déjà clientes de notre SOC, d'autres avec qui on est en discussion sur le SOC et certains qui viennent se renseigner tout simplement sur le SOC, donc sur le Security Operations Center ou sur le centre opérationnel de sécurité. Mais vous allez voir, on ne va pas discuter que de SOC sur ce sujet-là, sur ce webinaire-là, pardon. Donc on va pouvoir démarrer, hop, et passer au slide suivant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va faire quelque chose d'assez dynamique. N'hésitez pas, si vous avez une question sur un slide, vous avez un petit menu, normalement, qui est en haut à droite, qui vous permet de poser des questions. Une petite case violette. Et juste en dessous, il y a une deuxième petite case violette qui va nous permettre de lancer des petits sondages pendant la présentation pour avoir vos avis, vos retours sur certains sujets. Donc, l'objectif de ce webinaire, l'ordre du jour, c'est de pouvoir vous présenter très rapidement AISI Sentinel-One, dont vous avez très certainement entendu parler, qui est une technologie de PPEDR dont on parle depuis quelques années chez AISI, parce que ça fait depuis 2016 qu'on travaille avec eux. Donc, les contextes qui sont les vôtres, contexte client, on va essayer de les rappeler dans le slide 3. Vous n'hésiterez pas à nous faire vos retours sur le slide 3, savoir si ça correspond bien au contexte que vous vivez quotidiennement. La timeline d'une attaque, parce qu'on s'aperçoit encore énormément qu'il y a des idées qui ne sont pas les bonnes parfois chez les clients, chez les prospects avec qui on discute. Notamment, on va contrer un peu cette idée de « je ne me suis fait attaquer ce week-end », qui n'est pas du tout vrai. En règle générale, c'est la fin de l'attaque qui peut se passer le week-end, mais bon, je ne vais pas spoiler le slide, vous aurez l'occasion d'avoir un peu plus de détails. Ensuite, on va aborder la stratégie cybersécurité que vous pouvez mettre en place, donc tous les sujets sur lesquels on pourra vous accompagner, à la fois des sujets de cybersécurité stratégique et opérationnelle. Il faut vraiment travailler sur les deux volets. Même si on peut avoir un petit passif de geek, il faut travailler sur les sujets de conformité, de réglementation, et pas uniquement sur l'outillage à mettre en place. Ensuite, on fera un focus sur le SOC, donc Centre opérationnel de sécurité, ou le COS en français. On discutera également des aspects liés au CSIRT, donc à la réponse à incident de sécurité. C'est bien de monitorer, c'est bien de détecter, mais à un moment, il faut répondre à une attaque. Et ça, c'est important. Et justement, on vous fera un petit feedback des réponses à incidents qu'on a eu à faire, des difficultés qu'on a rencontrées. Et ce qui est très intéressant dans ce webinaire, c'est que c'est vraiment axé PME, ETI, collectivité. Donc, on ne va pas vous parler d'attaques qui ont eu lieu sur des très grands comptes. On va vraiment se focaliser sur ce qui peut vous arriver, ce qui vous est peut-être déjà arrivé, et vous expliquer un peu comment on vous accompagne pour ne pas avoir à faire face à cette situation ou pour vous aider lorsque l'on fait face à cette situation. Donc, AISI, pour ceux qui ne nous connaissent pas, à la base, on a une expertise sur l'infrastructure, historiquement. Donc, pendant plus de 10 ans, on a accompagné des grands groupes du CAC 40 sur les sujets d'infrastructure, de sécurité infra, ce qu'on appelle chez nous la sécurité infra, mise en place de firewall, gestion de firewall, de proxy, toutes ces briques qu'on peut retrouver chez les grands groupes depuis de très nombreuses années. Et donc, on les accompagnait à la fois sur l'architecture, sur la mise en place, sur le maintien en conditions opérationnelles et sur le maintien en conditions de sécurité de ce type d'équipement. Et depuis 2016, moi-même et mon associé, le directeur technique d'AISI, on a décidé d'arrêter de travailler avec le CAC 40, SBF 120, pour se concentrer aux ETI, PME, collectivités locales.
On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en apportant le savoir-faire de ces grands groupes, en choisissant ce qui était réapplicable dans des ETI PME et en mettant en place des services qui permettent de protéger les clients. Donc, c'est là qu'on a créé l'équipe cybersécurité chez AISI. Donc, ça en étonnera peut-être certains, mais ça fait déjà depuis 2016 qu'on travaille sur le sujet de l'EPP-EDR avec SentinelOne. On a accompagné également le groupe Total sur des sujets EPP-EDR, sans que je donne de détails sur le sujet, mais on a une vraie expertise sur la mise en place de PPEDR, le paramétrage de PPEDR, et surtout ensuite le fait d'utiliser le PPEDR dans une offre de SOC. Donc certains parleront de PPEDR, maintenant on commence à généraliser le terme de XDR. Donc aujourd'hui, le tout c'est de savoir qu'on travaille avec SentinelOne depuis 2016. On a été la première structure en France à les accompagner. Donc aujourd'hui, on a une équipe d'une trentaine de collaborateurs. C'est une équipe qui grossit assez vite. En ce moment, on a quasiment une intégration par semaine de collaborateurs. On est cyber-expert, donc on travaille avec la plateforme cybermalveillance.gouv.fr depuis sa création. On est amené à intervenir en réponse à incidents de sécurité, à la fois via cette plateforme, mais également via des cyberassureurs. Donc on a une véritable expérience de la cybersécurité. On a des équipes qui sont basées en France, mais également au Portugal. Donc, la volonté pour nous, c'est d'avoir des équipes européennes qui vont être amenées à assurer un service de cybersécurité pour le compte de nos clients. L'objectif, c'est vraiment de réaliser des prestations de cybersécurité pour couvrir la cybersécurité à 360 degrés pour nos clients. Et nos clients, aujourd'hui, en étant focus sur cette activité depuis 2016, on a réussi à convaincre 260 clients de les accompagner sur des sujets de mise en place de solutions de sécurité, de supervision de solutions de sécurité. Au moment où on se parle, on a 5 ou 6 SOC à déployer. Donc, on sent qu'il y a un vrai tournant qui a été opéré entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, la quasi-totalité des SOC qu'on a été amené à mettre en place chez les clients sont liés à des attaques, malheureusement. Donc, c'était en post-attaque que les clients acceptaient de mettre en place, d'avoir les budgets pour faire du SOC. Donc, on est très loin des groupes du CAC 40 qui, eux, sont déjà protégés depuis un bon moment face à ce type de menaces. Ils remettent bien évidemment en question la protection qui est en place tous les jours, au quotidien, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus matures sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on a vraiment créé une offre spécialisée pour les ETI, PME, collectivités. N'hésitez pas, s'il y a des questions, pour qu'on puisse rentrer dans le détail si besoin. Donc, SentinelOne. Aujourd'hui, SentinelOne, donc, suite à son arrivée en France en 2016, à l'époque, c'était une petite structure de quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, c'est une structure qui représente à peu près 1300 employés. En 2021, ils ont doublé les effectifs. Ils sont présents dans des centaines de pays. En France, on a très nombreux clients protégés par SentinelOne, ne serait-ce que uniquement chez AISI, on a plusieurs dizaines de clients qui sont protégés par ce type de technologie. Mais on peut citer en France des comptes bancaires, Cdiscount, Crédit Agricole, qui font partie des premiers clients historiques de SentinelOne. Donc, ils sont reconnus à la fois par les évaluations du Gartner, par les évaluations également du MITRE. Donc, ils bénéficient vraiment d'une belle image de marque et également chez les clients. Aujourd'hui, ce qui est très important par rapport à cet éditeur, pour nous, c'est qu'on a une équipe France qui est très conséquente. C'est vraiment important de pouvoir être accompagné à la fois sur les sujets commerciaux, les sujets avant-vente, mais également sur des problématiques de support, savoir qu'on peut s'adosser à une équipe française conséquente, qui a du poids chez SentinelOne. C'est quelque chose qui a fait partie des choix de partenaires chez AISI. On trouvait ça vraiment important d'avoir des personnes en face qui puissent prendre en considération les besoins de nos clients et de nous accompagner. Alors, le contexte client. J'ai vu que Rachid nous a posé une question sur le coût du SOC. On pourra y revenir, mais aujourd'hui, on est capable de proposer des offres de SOC qui vont démarrer à 1 500 €.
Et aujourd'hui, le socle le plus important, 1500 euros par mois en termes de services, pardon. Et les socles les plus importants chez nous vont être en dessous des 10 000 euros par mois en termes de services. Donc, on est vraiment sur une prestation qui est abordable pour des ETI, PME et des collectivités. Aujourd'hui, le contexte qu'on a en face de nous chez les clients, il est celui-ci. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez le confirmer. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a des PME ETI, on a peu d'RSSI en face de nous. On a souvent un DSI qui est obligé de faire le job d'RSSI. Donc, sur les aspects opérationnels de la cybersécurité, ça peut se faire naturellement. Sur des aspects beaucoup plus, ce que j'appelle moi les aspects plus stratégiques, donc la GRC, gouvernance, gestion du risque, conformité, s'amuser à faire une analyse de risque, si je peux utiliser ce terme, c'est pas anodin pour un DSI qui a jamais eu à le faire. Donc, c'est un vrai job à part entière. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des DSI qui doivent faire des analyses de risque ou tenter de faire des analyses de risque. Donc, sur les sujets stratégiques, on a des DSI qui sont obligés de jouer le rôle de RSSI. Dans le meilleur des cas, on a un RSSI qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ou alors, on a un RSSI externe. Donc, ça, c'est pour les aspects stratégiques. Sur les aspects opérationnels, la plupart du temps, il n'y a pas une vraie prise de conscience sur le fait qu'en fait, il faut des cyberanalystes pour effectuer le travail de cybersécurité. Ça veut dire qu'on va demander à l'équipe d'infrastructure d'assurer ce job, d'être en capacité de récupérer les alertes des solutions de sécurité et de partir en investigation. À titre d'exemple, en ce moment, on est sur une attaque d'un client qui a été attaqué en ayant une belle techno, du dark trace, mais malheureusement, les alertes étaient présentes et personne n'avait les capacités de partir en investigation. Et quand je dis qu'on est dans le cadre d'une attaque, on est sur une attaque ransomware qui a pu aboutir. Donc clairement, aujourd'hui, il y a des technologies, dont SentinelOne fait bien évidemment partie, qui sont pertinentes, qui remontent beaucoup d'informations, qui prennent des actions, mais il faut des SOC analystes derrière pour assurer le service de cybersécurité. Et malheureusement, face aux clients qu'on a aujourd'hui, PME, ETI, collectivité, on n'a pas ce type de ressources en interne. Le deuxième sujet, c'est la profondeur de log. Donc là où c'est criant de vérité, qu'il nous manque de la profondeur de log chez les clients, c'est dans la phase de réponse à incident de sécurité. Très souvent, on est obligé d'annoncer aux clients que les attaquants sont présents depuis plusieurs mois, mais que malheureusement, on ne sera pas en capacité de leur prouver depuis quand, étant donné qu'on n'a pas une profondeur de log suffisante. Quand on parle de profondeur de log, on ne parle pas uniquement des logs du firewall, on va parler de logs liés à des services Office 365, liés à votre Active Directory, liés potentiellement à vos machines sur lesquelles on n'a pas de logs qui sont générés parce que les configurations ne le permettent pas ou c'était volontaire parce qu'on n'a pas une puissance hardware suffisante sur les machines. Donc, il y a un vrai travail pour mettre en place suffisamment de profondeur de log parce que nous, c'est notre matière grise, ce qui nous permet réellement d'investiguer. Le troisième sujet, avant, quand on était sur des réponses à incidents de sécurité, on avait des clients qui n'avaient pas réellement de technologie sympa pour bloquer les attaquants, type EPP, EDR, XDR, NDR. De plus en plus, depuis cette année, on fait face à des réponses à incidents de sécurité où les clients ont la technologie. Malheureusement, la levée d'alerte n'est pas suffisamment rapide quand certaines alertes, je vais vous donner un exemple concret, si on a une alerte où on a une tentative de joindre un serveur de command and control, donc un serveur qui permet de piloter une attaque depuis l'extérieur, chez nous, c'est une levée d'alerte très importante. On vous expliquera ensuite comment on lève les alertes. Et donc, clairement, on est dans une situation de crise. Chez certains clients, on pense que l'alerte a été traitée, qu'elle a été gérée par la solution de sécurité. Or, elle ne l'a pas été dans sa globalité. C'est pour ça qu'en ce moment, on se retrouve sur l'attaque que j'ai pu citer au début de ce slide. Et enfin, le dernier point, donc les impacts sont compliqués à mesurer pour des PME ETI, mais clairement, on a un conflit aujourd'hui qui déborde sur les aspects cyber, clairement, parce que ce sera le cas dorénavant, et c'était déjà le cas depuis quelques années. Et à un moment, il va y avoir des impacts sur des PME ETI. On n'est pas en capacité de les mesurer réellement aujourd'hui, mais clairement, il va y avoir des attaques qui vont être menées sur des structures plus ou moins liées à des OIV, des OSE,
en France, donc des organismes d'intérêt d'importance vitale ou de services essentiels, donc que ce soit des sous-traitants, des partenaires. Donc voilà, on a vraiment un contexte qui est très favorable aux attaquants. Aujourd'hui, on a des attaquants qui sont très structurés. On peut avoir des groupes d'attaquants qui sont spécialisés sur l'ouverture de flux, d'autres qui vont être spécialisés sur le fait de mener une attaque ransomware, clairement, ou alors de fournir des plateformes de ransomware as a service. Il y a un marché vraiment très structuré en face de nous, ce qui prouve sa maturité. Alors, j'ai des petites questions. Je vais m'arrêter sur les questions pour voir. Combien de temps, question de Maxime, combien de temps en profondeur de log raisonnable? Idéalement, on aimerait viser les 1 an sur tous les sujets. Après, c'est à arbitrer avec les équipes et ça peut clairement donner lieu à un petit workshop, une petite discussion technique avec nos équipes en fonction de votre environnement. Mais je vais vous donner un exemple concret. On était sur une attaque il n'y a pas si longtemps que ça où le client avait du Cisco Umbrella pour bloquer des requêtes DNS. Et malheureusement, quand on installe ce type de solution par défaut, avec les plus petites licences, on va avoir 30 jours de log. Donc, on était en capacité de dire au client qu'il avait des requêtes de command and control il y a 30 jours, mais on était dans la capacité de lui dire si ça datait de 32 jours ou de 90 jours ou de 120 jours. Quels sont les principaux types d'attaques? C'est une question de Laurent. PME, TI. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'attaques dont l'objectif final est le ransomware, clairement. Ça reste une majorité. Chaque fois qu'on est appelé par un cyberassureur ou qu'on est contacté sur cybermalveillance, c'est très souvent du ransomware. Après, on peut avoir typiquement un des derniers cas de figure qu'on a eu, c'est un client qui a perdu la main sur son tenant Office 365. Alors, face à ce contexte-là, volontairement, je vous ai cité quelques phrases qu'on peut entendre, notamment vis-à-vis des directions générales. Et ça peut être une vraie problématique. Aujourd'hui, on a des feedbacks où clairement la cybersécurité n'est pas assez intégrée au sein des boards des très grosses entreprises. Alors, côté PME, TI, on peut réellement avoir un gap entre la réalité et la vision des dirigeants. Je vous donne des cas concrets. Certains dirigeants vont considérer que parce qu'on est certifié dans certains domaines et que ce sont des certifications liées à la cybersécurité, ils n'ont pas du tout envisagé d'avoir une équipe de cyber spécialistes qui analyse ce qui se passe en temps réel tous les jours. Pour eux, on est certifié, on est protégé. Ça, c'est un des feedbacks que j'ai eu encore il n'y a vraiment pas longtemps avec une direction générale. L'autre sujet, c'est mon équipe IT s'en occupe. Et c'est vrai que dans des PME ETI, on peut avoir des équipes techniques qui ont du mal à obtenir du budget sur des sujets sécu, très souvent. Et parfois, on a des DSI qui ne vont pas aller oser étudier le SOC en se disant on n'aura jamais les budgets pour ce type de service. Et parfois même, quand on a un service à 1 500 €, 2 000 € par mois, on est persuadé que c'est un coût trop élevé pour la structure dans laquelle on est. Alors, moi, très souvent, je prends un seul élément financier correspondant aux structures, et là, je vais parler pour les structures privées et non pas pour les collectivités. Je prends les capitaux propres de l'entreprise. J'ai des capitaux propres en face, j'ai des structures qui vont valoir 50 millions, 60 millions d'euros. On a quand même beaucoup de PME qui ont généré des belles richesses, et tant mieux, il faut qu'on ait un environnement de PME, de TI qui vivent bien. Malheureusement, quand la structure est à risque, c'est toute la richesse qu'elle a récoltée depuis sa création qui est à risque. Donc très clairement, parfois, ça vaut le coup de mettre en exergue le budget mensuel qu'on veut aller chercher pour du SOC versus les capitaux propres de l'entreprise qui représentent tout ce que la structure a gagné depuis sa création. Et ça permet de débloquer des verrous psychologiques chez le DSI pour aller chercher du budget chez la direction générale. Mais de plus en plus, lorsque l'on vend du SOC, c'est qu'à un moment, on a mis autour de la table soit le DAF, soit le directeur général, soit le PDG, clairement. Et on a vécu, nous, aujourd'hui, dans ce contexte-là, des attaques dans le milieu industriel. On a un client qui est un groupe international qui a été bloqué suite à une attaque ransomware, où le PDG nous a clairement dit « Je ne pensais pas que sans IT, toute ma production industrielle était bloquée. » Donc, certains pourront se moquer parce qu'ils sont dans le monde de l'IT, mais il ne faut pas oublier qu'on a des dirigeants d'entreprise qui ont démarré dans l'industrie sans qu'ils aient besoin d'un pilotage aussi important via de l'IT. Donc clairement, il faut être compréhensif, il faut les aider à comprendre que
le lien que leur ERPA avec tel client qui permet de commander en live et de produire en live dans les usines, forcément, c'est lié à de l'IT et la perte de l'IT peut avoir des très grosses conséquences. Donc voilà, on a ce type de feedback, mais le plus important aussi, c'est mon équipe IT s'occupe de cette problématique. Alors, la timeline d'une attaque. Très souvent, on entend « j'ai été attaqué ce week-end, notre confrère a été attaqué ce week-end ». La réalité, c'est que c'est la dernière partie de l'attaque qui a lieu le week-end. Et cette dernière partie de l'attaque, elle est liée à beaucoup d'autres actions qui ont été réalisées au préalable. Là, vous avez une timeline d'une attaque. On ne va pas complètement rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif. Mais clairement, aujourd'hui, on a une timeline d'attaque qui est liée aux attaques suivantes. C'est qu'on a une première machine qui est compromise, que ce soit un PC, un serveur, que ce soit un équipement réseau on a encore entendu parler d'une faille sur du Citrix la semaine dernière. Donc, des concentrateurs VPN ou autres qui ne sont pas mis à jour et qui sont susceptibles d'être attaqués. Et clairement, la compromission initiale, c'est ça. Une fois qu'on a la compromission initiale, nous, en pentest, sur des structures, la plus grosse structure qu'on ait pentestée, c'est 10 000 personnes. Entre 1 et 3 jours, on est admin du domaine. Dans plus de 90% des cas, on est plus proche des 100% des cas que des 90% des cas. Et pour être admin du domaine, il nous faut entre une demi-journée et 3 jours. Une fois qu'on est admin du domaine, on a la possibilité de créer cette phase de nidification où l'attaquant va créer son nid, avoir plusieurs portes de sortie quand on est face à un attaquant smart. Quand il n'est pas smart, il aura une seule porte de sortie. Si on arrive à la couper, tant mieux. Mais de plus en plus, on pense qu'on va avoir affaire à des attaquants qui s'adaptent à la montée en compétence des clients et donc qui vont être en capacité de faire des belles phases de nidification, des belles phases de collecte d'informations, parce qu'au mieux, ils ont récupéré de la data s'ils n'arrivent pas au bout de l'attaque ransomware. Et ensuite, ils vont commencer à tester, automatiser leur attaque avec des scripts. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on a un client allemand, un industriel qui est sur les 3 plaques, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Ils ont réussi à scripter la désinstallation de plusieurs antivirus. Donc, ça peut aller loin quand on a des attaquants qui sont smart. Je ne dis pas qu'à chaque fois, on a des attaquants smart, mais ça nous est arrivé sur des cibles PME, ETI. Et ensuite, une fois que la phase de test d'automatisation est réalisée, on a une phase où ils effacent les backups. Donc, ils vont aller chercher tous vos backups connectés, les effacer. C'est pour ça que souvent, on parle de backups déconnectés. Et ils vont chiffrer vos datas. Bien évidemment, il ne faut jamais payer de rançon, mais sachez que pour eux, c'est très rentable. D'où le pire cas de figure qu'on ait vécu. C'est un client qui a payé il y a plusieurs années plus de 2 millions d'euros de rançon, malgré le fait qu'on ait déconseillé le paiement de la rançon. Et tout comme l'ANSSI, à un moment, quand il n'y a plus du tout de data, l'entreprise a pris ce choix face à très peu d'autres choix. Donc voilà. Face à ce type de timeline d'attaque, aujourd'hui, quand on est appelé par des cyberassureurs ou par des clients qui nous connaissent, qui n'ont pas encore pu mettre en place un SOC, on est appelé pour les phases où on est obligé de débloquer du DEFCON 2 et du DEFCON 1, ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous voyez l'impact, on est obligé de couper tous les flux, de préparer une reconstruction d'Active Directory. Et quand on parle de flux, c'est flux internes et externes. Donc, on a une société qui est complètement déconnectée d'Internet. Nous, aujourd'hui, sur du SOC, et je vais toucher du bois, parce qu'on a des attaquants qui sont très malins et c'est plus facile d'attaquer que de défendre, on n'est jamais allé au-delà du DEFCON 3 pour des clients qui sont sous SOC. Ça, c'est vraiment très important. J'ai vu une question de Stéphane sur la partie log et RGPD. Je pense que là, c'est une discussion qu'il faudra avoir avec nos experts sur le périmètre des logs à conserver et ce qui est compliant avec la RGPD ou pas. J'ai une autre question de Laurent. Au final, ce client avait récupéré ses datas suite au paiement de la rançon? Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand en négociation ça se fait avec des organismes qui sont spécialisés, qui sont soit aux États-Unis, soit en Angleterre, ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois, on récupère ces données. Je veux bien insister là-dessus. Et n'oubliez pas une chose, à chaque fois qu'on paye une rançon, on arme l'ennemi et on crée des vocations. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais envisager cette solution. Mais dans ce cas de figure, il avait récupéré ses datas. Et pour un budget, bien évidemment, X centaines de fois ce que lui aurait coûté un SOC
en termes de coûts annuels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apporter comme solution à nos clients? On a démarré il y a 6 ans en ayant une approche très technique. Apport de solutions, supervision des solutions. Depuis l'année dernière, on a souhaité vraiment adresser le sujet dans sa globalité. Alors, ça va vous permettre normalement de définir un peu votre stratégie de cybersécurité et surtout vos choix de partenaires sur les sujets de cybersécurité. Aujourd'hui, une grosse partie du marché se concentre sur la brique numéro 3. Vente de solutions, SentinelOne typiquement. Mise en place de solutions. Et parfois, on a des équipes qui essayent de gérer la solution seules, que ce soit en maintien en conditions de sécurité ou en analyse des remontées de la solution. Donc, nous, notre solution, elle est bien opposée à toutes ces solutions d'EPP, EDR managées. On va vraiment être sur une démarche de SOC et de CSIR, donc de réponse à incident de sécurité. Comment on fait? Aujourd'hui, on a mis en place une première brique déjà, l'anticipation, qui va concerner des sujets à la fois stratégiques et opérationnels. En sujet stratégique, il y a tout ce qui est gouvernance, gestion du risque, conformité. Donc, vous aider à mettre en place une PSSI, à mettre une analyse de risque, à identifier vos activités critiques. Ça, c'est un vrai travail à faire en amont. Mais surtout, sur la partie technique, on a mis en place toute une infrastructure de threat intel chez nous. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi le SOC était inaccessible aux PME, ETI, collectivités? C'est qu'il fallait déjà avoir la capacité de financer les salaires de tous ces chercheurs qui allaient réaliser de la threat intelligence. Donc, on a dû, dès le début, se poser la question de comment on va faire pour faire de la threat intelligence, en plus de ce que nos éditeurs nous fournissent, typiquement SentinelOne, pour pouvoir avoir une analyse la plus précise possible et donc protéger au mieux nos clients. Donc ça, on reviendra sur ce sujet. C'est un vrai sujet de mettre en place toute la threat intel au sein d'une structure telle que la nôtre. Ensuite, il y a la phase d'identification. Ça, c'est une phase que vous connaissez un peu mieux, parce que souvent, dans les PME ETI, on peut avoir la stratégie de faire un pen test tous les 2 ans, tous les 3 ans, même si dans l'idéal, il y a souvent une bonne volonté où on essaie de mettre en place les pen tests tous les ans. Je vous avoue que c'est très, 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 très rare les clients qu'on a aujourd'hui qui pen testent réellement tous les ans. Donc ça nous permet vraiment de qualifier le risque qui est lié à votre structure. Ok, on sait que des sociétés sont attaquées sur des CVE, on sait que Citrix, je cite Citrix, mais je pourrais en citer plein d'autres, est souvent attaqué. Est-ce que chez moi, j'ai du Citrix? Est-ce que je suis à jour? Est-ce que je gère bien la mise à jour? Et ainsi de suite. Le pentest permet de relever les oublis qui ont été faits sur ce type de technologie. Donc là, on est vraiment sur de l'opérationnel. Donc pour nous, on conseille de toujours faire du pentest, bien évidemment, mais en plus des 4 autres briques que vous voyez sur ce schéma. Il y a aussi un sujet qu'on rencontre à chaque fois en réponse à un incident de sécurité. Donc, quand on a bien travaillé son sujet d'analyse de risque, de classification de ses activités, de cartographie, et qu'on a lié ces activités aux actifs, donc exemple, j'ai cette activité d'ERP qui est essentielle chez moi, je suis on-prem, je ne suis pas dans du SaaS, voici toutes les machines qui correspondent à mon infrastructure ERP. Ça, c'est classification niveau 1. Si je dois remonter demain mon SI, la première chose que je vais remonter, c'est mon ERP, par exemple. Ça, c'est un travail qui doit être fait en amont, avant de faire face à une réponse à un incident de sécurité, clairement. Et aujourd'hui, quand on est appelé, c'est souvent un travail qu'on fait pendant la réponse à un incident de sécurité. Donc, c'est très désagréable pour le client, parce qu'en plus de devoir reconstruire, il doit travailler sur ces sujets-là. Sachant, petite parenthèse, que dans les réponses à incident de sécurité, on est à chaque fois très limité en termes de ressources chez les clients. Donc, on a des personnes qui portent à la fois la refonte du LAN, la refonte de l'AD, la refonte de la messagerie, à eux seuls, ou à 2 au maximum. Donc, on a du mal à paralléliser les sujets. Mais on reviendra sur ce sujet à la fin. La brique numéro 3, donc tout le marché aujourd'hui vous propose d'acheter des solutions de sécurité. Nous, on part du principe qu'à partir du moment où vous ne faites pas d'anticipation et vous ne faites pas de veille, vous ne pouvez pas être en capacité d'installer des solutions de sécurité, de les paramétrer correctement et d'assurer le maintien en conditions de sécurité de ces solutions. Parce qu'à un moment, forcément, vous allez paramétrer les solutions d'une manière où certaines choses vont pouvoir passer. Et si vous êtes au courant en termes de threat intel que ces choses-là ne doivent pas passer, c'est toujours plus pertinent. Et seulement ensuite, on peut envisager la mise en place d'un SOC qui va assurer la détection pour le compte des clients.
Donc souvent, on entend parler de SOC, je vais externaliser, je vais prendre un SOC parce que j'ai besoin d'un service 24/7. Aujourd'hui, il faut se dire qu'un très grand compte du CAC 40 va externaliser souvent le 24/7 parce qu'il n'a pas envie de gérer le niveau 1 du SOC. Par contre, en interne, ils vont gérer tout le niveau 2, 3 et toute la réponse à incident de sécurité. Donc, il y a une vraie opposition entre les PME ETI qui veulent un SOC 24/7 et au final, un marché qui s'est plus structuré en 24/7 pour délivrer du service à des très grands comptes qui vont internaliser le niveau 2, niveau 3. Même si les très grands comptes ont aussi la possibilité d'outsourcer le niveau 2, niveau 3 du SOC. Donc nous, aujourd'hui, on assure un service en 5/7 et qui bascule cette année en 7/7. 7/7, pas sous forme d'astreinte, ça veut dire que vous aurez des SOC analystes devant leur écran le samedi et le dimanche en train d'analyser ce qui se passe. Et n'oubliez pas la timeline qu'on vient de vous présenter. Aujourd'hui, on ne subit pas d'attaque flash dans les ETI PME. Ça ne nous est jamais arrivé jusqu'à maintenant. On a des attaquants qui prennent leur temps sur plusieurs semaines, clairement. Si vous avez des questions sur ce slide, n'hésitez surtout pas. Donc le SOC via ISI, comment ça se concrétise? Aujourd'hui, c'est la mise en place de solutions de sécurité. Vous l'avez vu dans la brique 3. La première brique qu'on va mettre en place, c'est le PPEDR. Pourquoi? Parce que c'est une brique qui va nous donner de la visu sur tous les process que vous avez sur vos postes de travail et vos serveurs. Donc déjà, on reprend un peu de visibilité sur tout ce qui se passe chez vous. Ensuite, on va vouloir y greffer d'autres informations qu'on va récupérer à la fois qui sont les Windows Logs sur vos serveurs d'infrastructure, parce qu'on sait que dans la phase de nidification, les attaquants aiment bien se positionner à ce niveau-là. Donc, on a besoin de vérifier ce qui se passe sur ces machines-là, aussi par le biais des logs Windows. En plus des logs Windows liés à votre infrastructure Windows, on va vouloir récupérer tous les logs O365 si vous êtes sur de l'Office 365. Donc, avec les logs Office 365, on va pouvoir identifier les brute force que vous subissez, les connexions depuis des pays exotiques où vous n'avez pas de collaborateurs, les connexions depuis des adresses IP dangereuses ou les tentatives de connexion depuis des adresses IP dangereuses. Donc ça, c'est des choses qu'on va venir monitorer pour vous. Ensuite, on va pouvoir checker soit via un proxy cloud, soit via du firewall type Fortinet, les requêtes DNS que vous effectuez vers des DNS qui sont considérés soit comme dangereux, soit comme potentiellement dangereux. Donc là, on est obligé d'être dans de l'analyse très pertinente. Le but du jeu, c'est qu'on ne passe pas des heures et des heures tous les jours à analyser ce qui se passe chez vous pour avoir un budget qui soit abordable. Donc clairement, on a choisi nos batailles, on a choisi les sujets qu'on voulait superviser et aujourd'hui, on est en capacité d'aller superviser votre proxy cloud Umbrella, votre firewall Fortinet. Et pour les clients qui ont une plus grosse maturité en termes de cybersécurité, on va pouvoir positionner Sentinel-One chez le client, mais en plus y ajouter une brique de SIEM via du Sequoia. Donc typiquement, notre plus gros client sous SOC aujourd'hui, il est dans 90 pays. On l'a accompagné au début sur la mise en place de l'EPPEDR suite à une attaque. Et petit à petit, il nous a demandé d'aller monitorer de plus en plus de choses chez lui. Et c'est ce qui se passe chez tous les clients. Souvent, on rentre avec un SOC lié à l'EPPEDR et petit à petit, on va y ajouter d'autres choses. Donc, on est dans une autre démarche que les SOC, notamment orientés très grands comptes, qui, eux, vont mettre en place un SIEM de suite et aller se plugger à toutes vos technologies. Parce qu'on a une vision chez nous qui est d'assurer à la fois l'analyse de ce qui est remonté par vos solutions de sécurité, mais aussi le MCS, le maintien en condition de sécurité de ces solutions de sécurité. Parce que très clairement, sur un Sentinel-One, vous pouvez avoir tendance à trop whitelister et ça va déranger nos équipes sécurité. Donc, elles vont vous conseiller pour vous dire ça en whitelist, ça on ne whitelist pas, ainsi de suite. Et ils vont même faire changer certaines habitudes. On a des clients chez qui on avait des fichiers Excel qui généraient énormément de scripts. Et à un moment, on a dû les aider à faire évoluer ces applis métiers. Et quand je dis on a dû les aider, on a dû les taquiner très régulièrement sur le sujet pour qu'à un moment, ils arrivent à supprimer ce type d'habitude métier. Donc ensuite, on va travailler sur la refonte des logs. Donc là, typiquement, on en a discuté tout à l'heure. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de profondeur de log. Et ensuite, on va extraire les artefacts qui nous vont bien, donc des artefacts qui vont venir soit des alertes de sécurité des solutions, soit des logs qu'on a récupérés.
Et on va afficher tout ça chez nous sur une plateforme ELK qu'on appelle ZI, sur laquelle on a une visibilité dynamique des 21 derniers jours d'activité chez nous. Et derrière, on a nos SOC analystes qui vont détecter tous les jours, qui vont analyser pour détecter, qui vont appliquer les playbooks que vous avez vus tout à l'heure sur la timeline. Donc des playbooks où on déclenche les DEFCON, DEFCON 4, DEFCON 3, où tout est processisé pour être sûr qu'on puisse analyser au mieux ce qui se passe chez vous. Et ensuite, c'est là où on va rentrer dans de l'analyse pivot, dans de la recherche d'indices de compromission, le reverse également des malwares. On peut faire face à un malware qui est un variant d'un malware connu. On a besoin de le reconnaître, on a besoin de savoir ce qu'il fait sur votre infrastructure. Et enfin, on vient y ajouter des comités de sécurité trimestriels pour les clients classiques, et ça peut aller jusqu'à des comités de sécurité mensuels. Aujourd'hui, on a des clients qui ont des comités de sécurité tous les mois avec nos équipes, et des pentests annuels. Donc les pentests, bien évidemment, si vous pouvez nous faire pentester par d'autres structures, la seule chose qu'on demande, c'est que vous ayez des structures qui vous mettent en place vraiment les proof of concept, la démo de ce qu'ils ont réalisé, pour qu'on aille assez loin dans la remédiation et dans l'évolution de votre monitoring. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. 2 millions, c'est énorme pour une ETI, pour la rançon. Je suis d'accord. Mais je vous rassure, le montant est réel. Le montant est réel. Et je crois même que la société a gagné plus d'argent l'année où elle a payé la rançon que l'année précédente. Donc, on était face à une ETI qui se portait très bien et qui se développait. Donc, heureusement, en France, on a ce type de structure. Alors, tous les logs sont remontés au sein d'une console. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est que ce soit les logs qui ont été choisis par nos équipes SOC et réponse à incident de sécu qui sont remontés vers nos plateformes. Donc ça, on pourra en discuter un peu plus en détail, mais clairement, ce sont les logs qui sont choisis. Y a-t-il un outil propre pour compiler et analyser l'ensemble des logs? Oui, tout à fait. Donc, on a fait le choix de ne pas s'appuyer sur une plateforme d'un éditeur pour cette partie-là, pour être totalement autonome. Et c'est la force d'AISI aujourd'hui. Alors, on va pouvoir justement parler un petit peu de l'outillage, ça va vous donner un petit peu de visibilité. Il nous reste 11 minutes pour le reste du webinaire. Donc, on va rentrer sur la partie outillage qui est souvent la partie la plus intéressante. Donc, clairement, aujourd'hui, on a mis en place un outillage qui est basé sur OpenCTI. Donc, OpenCTI, ça a été développé à la fois conjointement avec le CERT Europe et le CERT France. Donc, CERT France, c'est l'ANSSI. Et clairement, il y a des collaborateurs qui ont travaillé sur la mise en place d'OpenCTI. Depuis, il y a une fondation qui a été créée qui s'appelle l'UATX, à laquelle on appartient, et qui fait évoluer ce produit-là pour pouvoir agréger différentes sources d'informations ouvertes et fermées. Donc, quand je dis fermées, c'est des sources payantes. Donc, clairement, aujourd'hui, on l'a plugué. On ne vous a pas listé toutes les sources qui sont pluguées à notre OpenCTI, mais elles sont très nombreuses. Certaines vont nous remonter des CVE, certaines vont nous remonter des indices de compromission. L'objectif, c'est que ça nous permette de bénéficier de threat intelligence chez nous et de pouvoir faire des recherches beaucoup plus rapidement. Donc, on l'a plugué également à notre MISP, parce qu'on a forcément un MISP en interne où on va détailler les contextes des incidents et les indices de compromission. L'objectif, c'est que lorsqu'on a une alerte qui est remontée par un outil type SentinelOne, on puisse très vite aller sur notre OpenCTI et récupérer de l'info sur la menace à laquelle on fait face. On ne va pas s'arrêter à « OK, le SentinelOne a bloqué la menace », on va vouloir se renseigner sur la menace et savoir s'il y a d'autres actions que l'on peut mener, notamment autre part que sur le poste de travail ou que sur le serveur. Donc, clairement, c'est un vrai sujet pour nous. Et aujourd'hui, c'est une brique essentielle dans notre infrastructure. Donc, pareil pour OpenCTI, vous pourrez échanger avec nos équipes, si vous le souhaitez, sur le sujet. Je vais regarder s'il y a... Je crois que j'ai une question. Est-il possible de mettre en place un RPA pour les pentests? Alors, RPA, qu'est-ce que vous entendez par RPA, Romuald? N'hésitez pas à me donner un peu plus d'infos.
Donc, on va basculer sur la partie. Donc, ça, c'est la partie anticipation. Pour couvrir la brique anticipation, c'est basé sur OpenCTI. Ensuite, vous m'avez posé la question juste avant, comment vous faites pour compiler et analyser l'ensemble des logs? Aujourd'hui, on a une plateforme chez nous qui est essentielle. C'est la plateforme Jarvis. Donc, c'est une plateforme qui est issue de notre R&D, qui a été créée en interne et dont l'objectif, c'est de pouvoir être la plateforme centrale pour tous les SOC analystes. Donc aujourd'hui, les SOC analystes, lorsqu'ils font leur veille, ils la font sur Jarvis. Ils ne la font pas sur les interfaces des technologies que l'on va gérer pour vous. Aujourd'hui, sur Jarvis, on va avoir les remontées de SentinelOne, Fortinet, Sequoia, Kibana, Cisco Umbrella, qui vont être directement intégrées dans Jarvis. Elles vont être enrichies par OpenCTI. Le fait de les enrichir, ça nous permet de faire un ranking, de dire, là, on a une alerte qui est très importante, et seulement à ce moment-là, on va aller se connecter à la console SentinelOne. Et là, on va pouvoir mener toutes les actions de remédiation. Donc, ça nous fait gagner énormément de temps, et surtout, ça nous fait utiliser de la meilleure façon possible nos ressources humaines. En se disant, là, on a vraiment des alertes de très haut niveau chez tel et tel client, on va démarrer par ces analyses-là, avant de basculer sur les alertes moins conséquentes. Donc, c'est important qu'on ait automatisé toute cette infrastructure interne. Et en plus, on vient y ajouter Polychombre, qui est une plateforme également développée par des collaborateurs de l'ANSSI, qui permet de faire de l'analyse de malware. Donc, typiquement, si on n'a pas d'infos sur un malware qu'on a identifié, on va utiliser Polychombre pour voir si ce malware n'est pas une variante d'un autre malware qui est déjà connu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais clairement, aujourd'hui, c'est le centre névralgique d'ISI. Également, en réponse à un incident de sécurité, on a développé de l'outillage. Typiquement, aujourd'hui, quand vous faites appel à l'ANSSI parce que vous êtes un OIV ou un OSE, ils vont arriver, ils vont intervenir, ils vont vous déployer des agents qui s'appellent ORC. Donc, on est parti sur la même logique que l'ANSSI en se disant, il nous faut un agent qu'on va déployer sur les machines qui va être en complément de l'EPPEDR et qui va nous permettre de récupérer beaucoup d'infos. Donc, c'est un agent qui nous permet de récupérer toutes les ruches système, les connexions réseau, tous les fichiers système utiles, des logs système, tous les fichiers suspicieux, les processus avec leurs propriétés, bref, énormément d'infos. L'intérêt de cet agent, c'est qu'il nous permet d'intervenir à distance pour réaliser des réponses à incidents de sécurité. Donc, on va passer cet agent sur les machines qui sont considérées comme compromises ou celles sur lesquelles on a un doute. Et ça va nous permettre de générer une archive chiffrée. Cette archive chiffrée, on va pouvoir la récupérer, la réimporter au sein de notre système d'information de façon sécurisée. Et on va pouvoir la passer dans Commodore, qui est un outil qui nous permet de faire du traitement de masse. Donc, qui va analyser les logs, les ruches, les fichiers suspicieux, et qui va nous générer des formats JSON. Et ce format homogène qu'on va avoir, on va pouvoir le passer sur notre fameuse ELK qu'on appelle ZI pour avoir une visu plus graphique de ce qui se passe chez les clients. Donc ça, c'est pour la compréhension et pour réaliser une timeline de l'attaque du client. Avant, il nous fallait plusieurs jours pour réaliser une timeline d'une attaque. Ça pouvait dépasser la semaine de travail il y a quelques années. Aujourd'hui, on est en capacité de fournir une première timeline, très souvent, sous 48 heures. Attention, on parle bien de première timeline. À aucun moment, il ne s'agit d'une analyse complète des 500 ou 1000 machines du client, comme pourrait le faire l'ANSYS ou X jours, avec une équipe très conséquente dans un OIV ou un OSE. Donc le but pour nous, on est face à des acteurs qui ont besoin très vite de remonter leur infrastructure, leur système d'information. Le but, c'est de pouvoir le faire de la façon la plus efficace et la plus professionnelle possible. Donc, il y a vraiment, on est tout le temps en train d'arbitrer le facteur temps avec le facteur risque. Et enfin, il y a un dernier outil qui s'appelle Hunter, qui est un agent qu'on peut paramétrer complètement pour l'attaque que subit le client et qui va nous permettre d'aller supprimer des traces de persistance. Très souvent, c'est compliqué d'aller effacer des objets, par exemple WMI, avec les EPPEDR du marché. C'est très spécifique.
Donc là, on va utiliser Hunter en complément de l'EPP-EDR. Une fois qu'on a fini notre analyse de l'attaque, à ce moment-là, parce qu'on n'a pas le droit d'impacter les logs durant toute cette phase d'analyse, c'est seulement après qu'on va aller déployer un EPP-EDR chez le client. Et très clairement, aujourd'hui, tous les clients qui ont subi une attaque chez AISI depuis plusieurs années ont tous déployé un EPP-EDR à la sortie de l'attaque. Ça se fait systématiquement. Et nous, on est partenaire SentinelOne sur la partie réponse à incident de sécurité. Ça veut dire qu'on bénéficie de 6000 licences aujourd'hui qui nous permettent d'être mises à disposition gracieusement auprès des clients durant cette phase-là. Voilà pour le SOC. Et voilà pour la réponse à incident de sécurité. Donc, on peut être appelé soit dans des phases critiques d'attaque, mais ça nous arrive de plus en plus, parce qu'on a des clients qui échangent pas mal avec nous sur le sujet, d'intervenir dans des phases d'enquête uniquement, parce que le client a un doute. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner dans ce webinaire, ne fonctionnez plus du tout de la façon où vous vous dites « j'ai une machine qui a été attaquée, je l'ai restaurée, tout va bien ». Surtout pas. À chaque fois que vous voyez un signal que vous ne comprenez pas, lancez une enquête. Ça peut être 2 jours d'intervention, 3 jours d'intervention, donc on est sur des tout petits budgets, mais au moins ça permet de lever le doute. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre lors des réponses à incidents de sécurité? Là, c'est un retour d'expérience. Clairement, aujourd'hui, on a une urgence à chaque fois. À chaque fois qu'on arrive, c'est à votre avis, est-ce qu'on va pouvoir, on nous appelle le week-end et on nous dit à votre avis, est-ce qu'on va pouvoir relancer le système d'information la semaine prochaine? Systématiquement. On a des équipes qui ne sont pas préparées, trop souvent. Donc, ne serait-ce qu'en manque de documentation, toutes ces fameuses documentations qu'on n'a jamais le temps de faire, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point elles sont si importantes. Les DAT, donc les documents d'architecture, nous manquent. On est obligé de monter des workshops avec les sachants de l'entreprise et on a très peu de sachants qui sont en capacité réellement de refaire l'ingénierie de ce qui est en place. On a beaucoup de personnes qui sont là pour faire le maintien en condition opérationnelle, mais au moment où il faut redesigner ou faire leur reverse engineering de ce qui est en place, parce qu'on n'a pas la documentation, c'est une vraie problématique. Et il ne faut pas oublier qu'on est obligé de maintenir l'ancien système d'information qui est sous attaque, et le nouveau, donc créer une zone verte. Et ça, c'est une vraie problématique, ne serait-ce que pour le hardware. Est-ce que vous avez la capacité de doubler vos espaces de stockage du jour au lendemain? Ça, c'est vraiment ce qu'on rencontre à chaque fois qu'on doit investiguer. Et malheureusement, on revient à notre problématique de log. Souvent, on est très limité sur nos capacités d'investigation à cause de la limite de log qu'on a en face de nous. Donc, clairement, préparez-vous à ces réponses à incidents de sécurité. Prenez ne serait-ce que quelques jours de prestation sur les sujets de l'incident response pour commencer à lever les points bloquants en vous préparant, en vous entraînant, en anticipant. Et clairement, on est en capacité de vous aider sur ce sujet-là. Et là, on parle de sujets qui sont très abordables. Enfin, sur la partie réponse à incident de sécu, tous les sujets sur lesquels on peut vous accompagner, c'est le fait d'avoir un RSSI externalisé, c'est le fait de rédiger une PSSI, c'est l'analyse de risque, c'est la formation, la sensibilisation, le fait aussi de faire des contrôles de ce qui est en place, audit, ça peut aller même jusqu'à un audit RGPD, on en parlait tout à l'heure, pour savoir où sont les datas essentielles, par exemple. Tous les sujets techniques, mise en place de solutions techniques, SOC, réponse à incident de sécurité, bien évidemment, c'est notre quotidien et c'est vraiment notre cœur de métier. Et enfin, la partie, il y a un sujet qu'on ne traite pas et on ne vous conseillera pas de partenaire, mais vraiment, si vous avez la possibilité de prendre une cyberassurance, c'est important parce qu'on a beaucoup de cyberassureurs qui se désengagent aujourd'hui parce que le risque est vraiment énorme. Utilisez-vous XDR? Si oui, quel est son avantage par rapport au SIEM? Donc, c'est une intervention de Nono B. Donc là, vous pourrez de même en discuter avec les équipes techniques, mais bon, le but du SIEM, c'est vraiment d'aller corréler X log de X sources d'informations. Donc clairement, aujourd'hui, l'objectif pour le XDR, lui, c'est de prendre des actions et d'aller vous protéger. Aujourd'hui, nous, on est dans une logique où nos clients n'ont pas la capacité de se former constamment à leur XDR ou à leur EPP-EDR, et on est obligé d'assurer avec eux le maintien en conditions de sécurité.
Donc, on a pris le parti d'essayer de fonctionner sans SIEM avec nos clients, en tout cas sans budget SIEM, pour pouvoir mettre en place des solutions de XDR et les maintenir avec eux. Et que notre infrastructure fasse le job de corrélation que fait un SIEM. Et c'est plus facile à maintenir de notre côté parce que c'est compatible avec moins de technologies. Et aujourd'hui, pour de l'ETI PME, ça nous permet d'avoir une enveloppe budgétaire attractive, de gérer le MCS de nos clients et d'avoir des solutions qui prennent des actions et qui les protègent. Type XDR. Et il y a eu quelques offres de cyberassurance. Les exclusions contractuelles sont très nombreuses. Aujourd'hui, y a-t-il réellement des couvertures adaptées? Merci Miguel. La seule chose que je peux vous dire, c'est Thierry qui pose la question, c'est que ça m'est arrivé très souvent d'être sur des dossiers où la couverture maximale de l'assurance était de l'ordre de 500 000 euros. Et très souvent sur ces dossiers, donc on était sur des ETI, on n'était pas sur des PME, ça a dépassé la protection des 500 000 euros. Donc, oui, protégez-vous autant que faire se peut avec des cyberassurances, relisez précisément les contrats, mettez-les en concurrence, mais aujourd'hui, ils vont avoir une très grosse exigence sur vos capacités à pen-tester et à faire du SOC au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, ils ont perdu énormément d'argent sur le sujet cybersécurité. La Lloyds en Angleterre conseillait à ses homologues de ne plus proposer de cyberassurance, pour vous donner un ordre d'idée. Question de Rachid, peut-on faire juste un simple audit? Alors, pour démarrer les sujets, bien évidemment, on peut faire un audit d'architecture chez nos clients qui permet déjà de faire un état des lieux sur l'architecture qui est en place. Ça peut aller jusqu'à de l'audit de conf. Il y a une méthode qui est très bien pour les collectivités qui a été faite pour France Relance et qu'on peut réappliquer pour du privé. Donc, n'hésitez pas, Rachid, à nous solliciter si vous voulez qu'on rentre dans le détail. Mais bien sûr qu'un audit, ça peut permettre déjà de faire un état des lieux de ce qui est en place, que ce soit un audit d'archi ou que ce soit un pen test. Donc, je ne sais pas s'il vous reste des questions, n'hésitez surtout pas. Je peux y répondre. Je vais juste vous ouvrir des votes sur 4 questions. Donc, pour accéder au vote, vous voyez que vous avez l'onglet violet tout en haut à droite et vous en avez un juste en dessous. Donc, je vais vous ouvrir les votes pour que vous puissiez nous faire un feedback. Il y a des questions, il y a 4 questions qui vous sont posées. Donc, hop.